Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir en direct dans le studio de Boursorama pour ce deuxième numéro de cette série de webinaires organisés tout au long de cette semaine de l'éducation financière qui a pour thème cette année Think before you follow wise money tomorrow. Alors en bon français, ça donne ne suis pas n'importe qui pour tes finances, privilégie la vigilance. Et en tout cas, on s'est dit ce soir chez Boursorama qu'on allait essayer de répondre à une question que vous vous posez certainement et que se posent beaucoup d'investisseurs novices. J'ai envie de me lancer en bourse, mais je ne sais pas trop par où commencer. Eh bien, vous allez voir ce soir que la réponse tient sans doute en 3 lettres, PEA pour plan d'épargne en action, une enveloppe qui permet d'acquérir des actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse sous certaines conditions. Bon, ça c'est bien, hein, mais une fois qu'on a dit cela, on n'est pas forcément beaucoup plus avancé. Alors ce soir, on va tout vous dire sur le PEA, ses caractéristiques, ses avantages. On va aussi vous détailler l'offre PEA chez Boursorama et on vous expliquera même comment on vous propose une offre de contenu pour vous accompagner dans votre investissement. Pour évoquer tout ça, on sera pas trop de 4, moi et 3 experts ce soir sur le plateau. Louis Yang, fondateur du site Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurent. Roland Laskin, journaliste financier et auteur des sélections de Roland Laskin sur Boursorama. Bonsoir Roland. Bonsoir. Et Thomas Vitou, chef de produit Boursorama. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent. Bon, vous connaissez la règle de ces webinaires ou si vous les découvrez pour la première fois, ce sont des moments d'échange interactif. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. C'est pas la tablette ce soir, c'est le téléphone, mais ça marche tout aussi bien. On prendra les questions et on consacrera un temps pour y répondre à la fin de la présentation. Voilà pour ce démarrage. Louis, avant de commencer, les gens qui nous regardent se disent « Oh là là, moi je suis débutant, j'avais envie de commencer à investir. » Ils me parlent tout de suite de PEA, ils me parlent tout de suite de produits. On fait ça parce qu'on est persuadé que c'est sans doute la meilleure enveloppe pour commencer à bien des égards. Et justement, peut-être petit rappel historique, quelle était finalement l'intention du législateur quand il a créé le PEA en France? Pour mémoire, c'était en 1992 déjà. Oui, ça date, effectivement. Alors en fait, initialement, le PEA, ça a été créé pour soutenir l'actionnariat français. Donc c'était destiné aux particuliers domiciliés en France et c'était dans le but de les inciter à investir en bourse à long terme. Et pour les inciter, le PEA a été créé puisque le PEA va proposer un avantage fiscal si on investit à long terme au sein de cette enveloppe. Voilà, c'est souvent la logique en France. Quand on veut inciter, il y a toujours une petite... Une petite carotte fiscale. Voilà, une petite grosse carotte fiscale. On va passer sur les évolutions, sur les ajustements du produit en cours de vie. Il y en a eu. On va faire simple. Aujourd'hui, qu'est-ce que permet de faire un plan d'épargne en action, Louis ? Alors, ça permet maintenant d'investir dans les sociétés dont le siège social est dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Donc, c'est ce type de société qu'on peut acheter au sein du PEA. Déjà, petite différence entre Union européenne, espace économique européen, il y en a un petit peu plus. Oui, il y en a 3 de plus. Il y a l'Islande, Norvège, etc. Et Liechtenstein. Et Liechtenstein, voilà. On peut même avoir une société de Liechtenstein en portefeuille. La petite subtilité, mais c'est vrai que dans les faits, on va dire que c'est l'Union européenne. Donc en entreprise en direct. Et après, on peut aussi investir dans des fonds. Alors par contre, pour les fonds, il faut que ce soit 75% qui sont investis au sein de l'Union européenne. D'accord. On l'a dit, sur ce que je peux mettre au sein du PEA, notamment sur la définition plutôt extensive de société européenne. Est-ce qu'on peut revenir vraiment, donc, on l'a dit, fonds, société, c'est ça, grosso modo? Oui, tout à fait. Mais en fait, dans les faits, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'avec l'ingénierie financière, on peut aussi investir dans des ETF, donc des trackers, qui vont traquer des indices boursiers. Et avec la réplication synthétique de certains ETF, on va en fait pouvoir investir dans le monde entier. On va pouvoir investir, par exemple, dans un ETF qui va traquer la performance du Nasdaq, du S&P 500. Donc on peut très bien investir via un tracker sur les marchés américains au sein du PEA. Donc là, les gens qui nous regardent se disent « Mais attendez, je suis un peu décontenancé ». On explique peut-être un petit peu cette mécanique. Il y a un peu d'ingénierie financière, c'est ça, derrière ces produits qui permettent, tout en étant conforme, si je puis dire, à la réglementation et à l'enveloppe du PEA, on peut aller chercher finalement de la performance sur d'autres marchés. C'est ça, sur des marchés
extérieurs à ceux de l'Union européenne. C'est exactement ça, parce qu'en fait, oui, sans vraiment rentrer dans... C'est un peu compliqué. C'est des swaps, d'échanges de performance entre deux portefeuilles, mais concrètement, l'ETF qui va traquer, par exemple, les 100 valeurs du Nasdaq, s'il a une réplication synthétique et qu'il est éligible, du coup, il va être éligible si ça match au niveau des échanges de performance au PEA, à ce moment-là, on va pouvoir effectivement mettre des indices américains dans son PEA. Bon, donc je résume, on peut mettre des actions de l'espace économique européen, voilà. On peut mettre des fonds, pour peu qu'il y ait 75% du fonds investi dans l'Union européenne, c'est ça? Tout à fait. On peut mettre des ETF. Alors les ETF, je réplique, ce sont effectivement des fonds indiciels qui vont répliquer la performance d'indices a priori européens, mais aussi étrangers, pour peu que, effectivement... Alors ça... il faut choisir des fonds qui sont PEables, hein. Tous ne le sont pas. Exactement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut mettre. C'est à peu près tout. Non, on peut mettre autre chose aussi. Mais là, ça va être peut-être pour un débutant, ça va pas. Peut-être qu'on s'arrête là pour débuter. Voilà, exactement. Mais on peut mettre du non-coté aussi sous certaines conditions, si on détient moins de 25% du capital. Mais oui, il y a d'autres possibilités. Mais pour débuter, on va dire que rien que les actions européennes en direct, les OPCVM et les ETF. C'est déjà une très bonne base. Très bonne base de départ avec beaucoup de choix. Bon, si on parle aussi du duo gagnant, PEA et bourse pour commencer à investir, on en a parlé, c'est bien sûr pour cet avantage fiscal. On le voit, le terrain de jeu, il est grand. Il y a de quoi trouver effectivement du potentiel boursier, de la croissance. Mais il y a en plus cet avantage fiscal qui vient rendre l'offre véritablement séduisante. On l'explique peut-être très simplement, Louis. Très simplement, en fait, c'est que le PEA, une fois qu'on l'a ouvert et qu'on a fait un premier versement, si on le détient pendant plus de 5 ans, il y a une carotte fiscale si on fait des retraits au-delà de 5 ans d'existence du PEA. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ce qui est pris en compte, c'est le premier versement. Donc, il y a un vrai intérêt à ouvrir un PEA, même avec un petit montant, pour que le compte à rebours commence. Et au bout des 5 ans, si on fait un retrait, on paye simplement les prélèvements sociaux, qui sont de 17,2% actuellement. Et il n'y a pas la flat tax de 30% dans le cadre d'un compte titre classique, ou si on choisit le barème de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Au niveau fiscalité, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que si on garde ses gains dans le PEA, c'est-à-dire ses dividendes, ses plus-values générées, il n'y a pas de fiscalité. Donc ça, c'est assez génial parce que ça permet d'investir à long terme et d'avoir un effet boule de neige. Ces gains vont générer des gains. Donc tant que ça reste dans le PEA, il n'y a pas de fiscalité. Bon, ça, donc je résume là aussi. Si je garde mon PEA 5 ans, à la fin, ce sera 17,2% contre 30% en temps normal ou sur un compte titre si je devais faire des plus-values. Les dividendes, les plus-values qui tombent dans le cadre de mon PEA, c'est très bien, ça y reste et j'ai a priori rien à faire. Si je dois faire des arbitrages avant 5 ans, qu'est-ce qui se passe, Louis? Ça clôt le PEA? Oui, alors il y a des exceptions, mais dans la majorité des cas, ça clôt le PEA, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. D'accord. Très clairement, le PEA, lorsqu'on l'ouvre et qu'on commence à investir dessus, il faut partir sur cet horizon de 5 ans, parce que sinon, on n'a pas l'avantage fiscal et en plus, le PEA est fermé, donc on a perdu l'antériorité. Bon, ça, il faut faire attention. Autre peut-être contrainte, c'est qu'on se dit, mais attends, mais c'est super, cet avantage fiscal. Moi, je veux ouvrir des PEA un petit peu partout, et puis ça va très bien se passer, sauf que c'est pas possible. Non, oui, il y a d'autres contraintes, effectivement. C'est un PEA par personne. Il faut être majeur, domicilié en France. On peut avoir 2 PEA par foyer fiscal. Et surtout, il y a un plafond. Il y a un plafond de 150 000 € de versement. D'accord. Donc, si on investit bien et qu'on génère des gains, ça peut dépasser ce plafond, mais c'est un plafond de versement. Et donc, ça, c'est des contraintes qu'il faut garder en tête. Et donc, on ne peut pas multiplier les PEA et surtout, on ne peut pas dépasser le plafond de versement non plus. Bon, elle m'intéresse, moi, cette notion de plafond de versement. Ça veut dire que, vous l'avez dit, Louis, il y a 150 000 de plafond de versement. C'est-à-dire que je fais mes premiers investissements, ça marche bien, hein, je me débrouille bien. On va dire que j'ai versé 100 000 et mon PEA est déjà à 200 000. Je suis pas mauvais, hein. Mais c'est pas grave. J'ai versé que 100 000. Je peux continuer à verser 50 000, peu importe ce seuil-là. Voilà, je me base uniquement sur les versements exactement. Que je vais faire. Donc, intéressant et important à garder en tête. On l'a dit, 2 PEA par foyer fiscal, c'est ça aussi, et 1 limité par personne, ça c'est important de s'en souvenir.
il y a le PEA et puis la famille s'est agrandie. Oui. On a aussi le PEA 18-25 et le PEA PME. Comment ces deux dispositifs sont venus un petit peu compléter l'existant? Alors le premier à être arrivé, effectivement, le PEA fait des petits. Le premier à être arrivé, c'est le PEA PME. Donc comme le nom l'indique, ça incite à investir dans des PME, ETI de l'Union européenne. Le principal avantage, c'est que du coup, on augmente ce plafond de versement. Oui. C'est-à-dire que les deux enveloppes PEA plus PEA PME, on est à 225 000 euros de versement. Donc pour les personnes qui ont déjà un PEA plein, ils peuvent ouvrir un PEA PME pour aller investir dans des ETI et PME et augmenter le plafond de versement. Donc ça, c'est la première enveloppe. Et l'autre enveloppe qui est plus récente, donc le PEA jeune, ça s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui sont rattachés au foyer fiscal des parents. Double avantage. Et il y a un plafond de 20 000 euros. De versement. Donc ça, c'est pour se mettre un petit peu le pied à l'étrier. Il y a peut-être de jeunes investisseurs qui nous regardent ce soir. Ils peuvent déjà ouvrir un PEA 18-25. Ils sont rattachés au foyer fiscal. Ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. C'est intéressant de le mentionner. On a des questions qui tombent en direct. Maxime nous dit « Bonjour, est-il possible d'investir dans les industries de défense européenne via le PEA ?» Moi, je préempte la réponse, mais vous pourrez compléter. Bien sûr, c'est un grand oui, puisqu'il y a plein d'industriels de la défense européens. On peut penser à Airbus, Safran, Thales, Leonardo, MTU Aero Engines, Hensoldt. Il y en a plein. En tout cas, Louis, c'est complètement possible. Hein. Totalement, oui. Ouais. Ouais. Et je pense que Maxime fait référence à, on peut le dire, la forte progression de ces valeurs depuis le début de l'année et encore plus depuis le réveil européen, on peut se dire, sur ces questions-là. Hein. Tout à fait, oui. Donc, en action en direct, mais aussi via un ETF sectoriel éligible au PEA, c'est possible aussi. Ouais. Et justement, on a cette question d'Axel qui est tombée. Comment trouver un bon équilibre, elle est intéressante cette question, entre ETF et actions individuelles? Ça c'est une bonne question. Ouais, hein, comment déjà, et puis j'ai envie de dire, l'équilibre est un peu propre à chacun aussi. Exactement, c'est son profil investisseur en fait, le profil de risque, quel est notre goût au risque, quel risque on veut prendre et aussi l'horizon de placement, sur combien de temps on investit, en sachant que l'avantage des ETF c'est qu'on va être diversifié plus facilement. Après c'est de la gestion passive, il y a des personnes qui vont préférer aussi comprendre le modèle économique, l'aventure un peu entrepreneuriale, le fonctionnement d'une société et faire son propre stock picking, donc sa sélection d'actions. Donc c'est vraiment propre à chacun. Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que vous avez le temps? Quel rendement sur le risque vous voulez prendre? Donc il n'y a pas une réponse unique. Ouais. Ça va vraiment dépendre de chaque investisseur. Ceci dit, Louis, vous l'avez dit et je pense que c'est important, peut-être pour les gens qui débutent, leur dire qu'avec un ETF, il y a cette diversification du risque. C'est vrai qu'admettons, je pense à un jeune investisseur qui voudrait commencer sur son PEA, qui va prendre 2, peut-être 3 actions. Au final, son risque va être porté sur 3 entreprises, alors que sur un ETF, c'est tout un indice. Plusieurs ETF, c'est plusieurs indices. C'est peut-être au départ, peut-être une meilleure façon de commencer. Que prendre 3 actions, je pense. Voilà. Tout à fait. Ouais. Prendre 3, si on veut, oui, la notion de diversification est très importante. Très clairement, il faut que le portefeuille, le PEA, soit suffisamment diversifié. En titre vif, ça va dépendre des pondérations, mais c'est bien d'avoir une dizaine de lignes au minimum. Donc, 3 actions, je pense que c'est pas assez. Oui. Donc, dans cette situation-là, un EPF peut suffire. Un ETF, par exemple, sur les S&P 500, c'est déjà 500 valeurs. Donc là, la diversification. On va parler d'un indice européen, le Stoxx Europe 600 par exemple. Oui, exactement. Ouais. Ou un ETF World aussi. Donc qui va être diversifié sur toutes les actions du monde entier. Mais qu'on peut quand même mettre en PEA pour certains. Voilà, pour certains, exactement. Voilà, donc bien vérifier, hein, parce que là, on vous parle d'ETF répliquant des indices mondiaux ou internationaux et vous dites, mais attendez, donc il faut bien vérifier à chaque fois que ces indices-là sont PEA. Certains le sont, d'autres non. Donc vérifiez bien au moment de les choisir. Voilà, on a fait. S'il n'est pas PEA, il est bloqué, on ne peut pas passer l'ordre sur ça. Voilà, bon, a priori, c'est quand même réglée. Exactement. Ça simplifie beaucoup la question, effectivement. Bon, avec lui, on a fait un premier point de présentation sur le PEA. Bien sûr, si vous avez des questions, ça, vous continuez à les poser, il n'y a pas de problème, on y reviendra. Si j'ai envie d'ouvrir un PEA chez Bourse-Banque, Thomas, comment ça se passe? Eh bien, c'est assez simple, Laurent. C'est très simple. Effectivement, c'est toujours simple. Donc, il y a plusieurs manières. Peut-être on rappelle, effectivement, aussi, on a vu un petit peu avec Louis, mais dans le concret, c'est quoi un PEA? C'est un compte espèce, un compte titre, un compte... voilà. Un PEA, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un plan
qui est composé de 2 comptes, donc un compte espèce et aussi un compte titre. Donc pour alimenter votre PEA, c'est assez simple, il suffit de faire des virements donc, depuis votre compte courant sur le PEA. Oui. Ces virements vont atterrir sur un compte espèce. Et donc voilà, depuis ce compte espèce, on peut procéder donc, à des achats de titres éligibles, à savoir des actions européennes, des ETF ou encore des parts de fonds, comme l'a expliqué Louis. Le plafond maximum de ces versements, c'est 150 000 €. Et à l'inverse, une fois ces titres détenus dans le compte titre, on peut les céder, percevoir des dividendes sur certaines actions. Et ces dividendes vont être reversés finalement dans le compte espèce. Et ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que ces versements, ces plus-values finalement, elles ne sont pas soumises à l'imposition puisqu'elles restent au sein du plan. Et en restant au sein du PEA, ça permet d'avoir un petit levier fiscal, de pouvoir investir davantage et de maîtriser simplement aussi son momentum sur l'imposition. Et donc, une fois des retraits effectués du PEA, avant 5 ans, comme l'a expliqué Louis, ça déclenche la clôture du plan et une fiscalité à hauteur de 30% sur les plus-values. Donc on n'a pas envie de le faire. Pas souhaitable, voilà. Pas du tout. Ça, on passe le message. Sauf cas très particulier. Ouais. Et ensuite, après 5 ans, donc là, on peut bénéficier de cet avantage fiscal et on sera uniquement soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%. Thomas, ça veut dire aussi, et il faut le rappeler ce soir, que cette épargne, cet investissement-là, on prend conscience dès l'ouverture, non pas qu'il est bloqué, mais que ça va être une épargne à laquelle on n'a pas envie de toucher pendant au moins 5 ans. Et je pense que c'est quelque chose à bien avoir en tête aussi. Tout à fait. Il y a une notion donc, de long terme, finalement, de constitution d'un capital, et également de stratégie d'investissement, donc, qui est plutôt là long-termiste sur le PEA. Et donc, concernant le PEA, là, du coup, plutôt bourse aux banques, il y a quelques spécificités, puisqu'on a également, en plus de la gestion libre, qui permet d'acheter différents titres par soi-même, la possibilité d'avoir une gestion finalement profilée, déléguée à une société de gestion qui, elle, est professionnelle de l'investissement, mais également un autre service, une autre offre du PEA Bourse aux banques, c'est l'offre Bourse aux Markets, qui permet d'acheter des ETF et des parts de fonds d'OPCVM à 0 € de frais de courtage. Ah, ça, c'est encore mieux. Si on fait un match rapide, peut-être compte titre PEA, parce que les gens se disent, OK, ils parlent du PEA, mais moi, j'ai entendu parler du compte titre. Bien sûr. Pourquoi ne pas ouvrir un compte titre? Pourquoi privilégier le PEA? On a déjà un peu tout évoqué, mais peut-être c'est intéressant de le rappeler. Alors, c'est très intéressant, effectivement. La fiscalité n'est pas du tout la même sur un compte titre. La fiscalité est à hauteur de 30%, ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique sur le compte titre. Pour toutes les transactions à l'achat comme à la vente, la fiscalité s'applique directement à la transaction. Là où dans le PEA, on a cette opacité du plan qui permet de refaire des transactions à l'issue de ces plus-values. Ouais. Et donc, sur un horizon long terme, comme celui du PEA, par exemple, on voit l'écart sur la performance en fait, du compte titre ou du PEA. Quand la fiscalité est à 17,2%, la performance s'apprécie davantage que sur un compte titre à 30%. Bon, on va quand même dire, pour redorer le blason du compte titre, que dans le compte titre, c'est l'enveloppe la plus souple. Vous pouvez y mettre un très grand éventail de produits. Donc voilà, les deux sont souvent d'ailleurs complémentaires. C'était bien de représenter le PEA. Le petit truc en plus les petits trucs en plus du PEA Bourse aux banques, c'est quoi, Thomas? Alors, on a notre recette Bourse aux banques, évidemment. Donc, premièrement, c'est pas de droit de garde sur le PEA. Donc, que ce soit pour les actions ou tout type de titre sur le PEA, il n'y a pas de droit de garde par ligne. Pas de frais d'inactivité lorsqu'on choisit le forfait de courtage découverte. Des frais aussi de courtage assez attractifs, avec 3 finalement forfaits de courtage, un adapté plutôt pour les débutants et d'autres pour les intermédiaires ou les traders un petit peu plus actifs. Oui. Ensuite, il y a un certain nombre de services qui sont là liés à Boursorama, au portail Boursorama notamment, avec les cours en direct, ce qu'on appelle le streaming sur Euronext, où vous allez avoir la fiche valeur qui se met à jour en temps réel, mais également d'autres services très intéressants, tous les contenus du portail Boursorama finalement. Les sélections Roland Laskin. Les sélections de Roland Laskin, les articles de Café de la Bourse, tout ce qui vont vous permettre finalement d'affirmer vos convictions et de pouvoir acheter et vendre, réaliser vos investissements de la meilleure des manières. Ok. Sur la partie souscription, que ce soit PEA, PEA 18-25, dites-moi que c'est simple aussi.
C'est tout aussi simple. Pour le PEA 18-25, c'est le même fonctionnement que le PEA classique. Il y a la nuance des 20 000 euros de versement, comme l'a expliqué Louis. Et ensuite, donc on a cette offre, Boursorama, avec les 3 tarifs et également la double gestion possible. Que ce soit la gestion libre comme la gestion profilée, donc avec Amundi, j'y reviendrai ultérieurement. Mais on a la possibilité de cumuler la gestion libre et la gestion profilée pour le PEA classique comme pour le PEA 18-25. Pour souscrire, ça se passe comment, Thomas ? Pour souscrire, c'est un parcours en ligne assez simple. Il suffit de renseigner quelques informations personnelles, de remplir un questionnaire très court et très simple sur quelques connaissances financières, ensuite d'effectuer un versement d'un montant de 10 € minimum. Et ensuite, en moyenne, en 15 minutes, un PEA est ouvert chez Boursobank. Bon, il y avait cette option qui a été évoquée, celle du PEA profilé. Peut-être expliquer aussi comment cette offre complète celle du PEA en gestion libre et à qui elle se destine. Tout à fait. On a parlé un petit peu des novices, des débutants en bourse qui parfois ne savent pas vraiment pourquoi ouvrir le PEA. Je tiens à rappeler que la meilleure date d'ouverture du PEA, c'est aussi aujourd'hui, puisque l'antériorité fiscale des 5 ans commence dès la date d'ouverture. Donc on peut ouvrir son PEA, mettre 10 € dedans et attendre un certain laps de temps avant d'investir. Nous, on aime bien dire que l'ouvrir, c'est bien, l'utiliser, c'est mieux. L'utiliser, c'est mieux. Oui. Alors si vous n'avez pas d'idée pour investir dans un premier temps, vous pouvez déléguer la gestion. Si on souhaite commencer à investir sur un PEA, comment savoir où investir ? Alors, on va parler aussi, avec Roland notamment peut-être, de ce qu'il peut faire, mais la gestion profilée peut être une solution, Thomas. Eh bien oui, il y a la gestion profilée. Si vous n'êtes pas inspiré finalement dans un premier temps, vous pouvez simplement déléguer la gestion. Ça peut être intimidant de faire sa première transaction, mais Roland va la démystifier ensuite. Il y a plein d'éléments qui vous permettent de démystifier cela. Par contre, si vraiment vous êtes craintif dans un premier temps ou même dans un second temps, vous pouvez opter pour le PEA profilé, où là, en fait, il y aura en fait 4 profils de gestion qui vous seront proposés par un gestionnaire qui est Amundi. C'est assez simple. Il n'y a pas de frais à l'adhésion, il n'y a pas de frais au versement. Vous pouvez changer de profil quand vous le souhaitez. Et il y a des frais, évidemment, qui accompagnent cette gestion, qui sont de 1,60 à 1,70% maximum. Et pour souscrire finalement à cette gestion déléguée, si je puis dire, Boursorama va vous poser un certain nombre de questions pour établir votre profil investisseur et vous prodiguer le meilleur des conseils. Bon, là aussi, ouverture sans prise de tête, hein ? Ouverture tout aussi simple. Tout aussi simple. Il suffit d'avoir déjà un PEA ou un PEA jeune pour souscrire au PEA profilé. Oui. Vous pouvez rentrer sur le PEA profilé et ensuite faire de la gestion libre. Tout est cumulatif, assez simple. On peut avoir les deux. Et en ligne. C'est ça, Thomas ? On peut avoir les deux, tout à fait. C'est pas du tout antinomique. Vous pouvez avoir vos ETF, vos actions et avoir aussi une petite poche finalement en gestion profilée. On peut voir si on est meilleur que son PEA profilé. Eh bien, on peut essayer de challenger les professionnels du marché, tout à fait. On a vu le PEA. Il faut qu'on s'intéresse au PEA PME. Louis en a parlé. Petite nouveauté par rapport au PEA qui permet de remonter un petit peu le niveau du plafond, mais c'est pas que ça. On va pas résumer le PEA PME à juste cette petite boost entre guillemets de plafond de versement. Exactement. Last but not least, le PEA PME qui va vous permettre en fait de finalement d'étendre votre univers d'investissement par rapport au PEA, également d'étendre aussi les versements puisque c'est 150 000 € sur le PEA, 75 000 € sur le PEA PME, ce qui fait 225 000 € en cumulé. Et avec le PEA PME, vous avez aussi la possibilité d'investir un petit peu plus largement en dehors des marchés financiers, sur des fonds par exemple de private equity, ce qu'on appelle des FCPR. On a une gamme chez Boursobank qui est disponible à 0 €, qui fait partie de Boursomarkets. Mais juste aussi, pour le dire simplement, private equity, en bourse, on parle de sociétés cotées qui sont sur les marchés et private equity, c'est des sociétés qui sont non cotées, mais dans lesquelles certains fonds spécialisés peuvent investir. Et vous pouvez être associé à ce développement économique. Exactement. Souvent, les éclairages sont braqués finalement sur les sociétés cotées qui pèsent à peu près 10% du total de l'économie mondiale. Mais en fait, il y a aussi tout ce pan de l'économie qui n'est pas coté en bourse, qui représente aussi une majorité d'entreprises et finalement qu'on peut
touchés grâce à ces fonds de private equity, ces FCPR. Ouais. Et il y a aussi l'option crowdfunding immobilier qui est offerte chez Boursorama. Voilà, c'est peut-être pas forcément... Pour aller sur l'immobilier, un petit peu diversifié. Voilà. Le PEA-PME permet de faire ça tout en ayant finalement cette ristourne fiscale. Si vous êtes grand novice ce soir, c'est peut-être le niveau 2. On va déjà bien voir le niveau 1 ce soir, comme l'a dit Louis, avec les actions, les ETF. Mais sachez que c'est juste le début du voyage. Après, il y a encore plein d'autres possibilités. Mais pour bien débuter le voyage, il y a un truc tout bête. Il faut savoir... simplement, là aussi, les trouver, ces valeurs qu'on peut mettre dans son PEA. Et on a un petit peu fléché, si je puis dire, le chemin vers ces valeurs PEAbles. Oui, exactement. En fait, on a parlé de beaucoup de types finalement de produits, de titres, de produits financiers. Une fois que vous avez ouvert votre PEA ou votre PEA-PME, vous avez la possibilité dans votre application Boursobank, au sein de votre PEA, en recherchant les valeurs, vous voyez le bouton à l'écran, sur l'écran de gauche. Alors ça, c'est sur l'application. Ça, c'est sur l'appli notre Boursobank, téléphone mobile. Ouais. On viendra au site après, mais sur l'appli Boursobank, vous pourrez choisir ensuite le type de titre qui vous intéresse, les actions françaises, les ETF, les OPCVM, et vous avez la possibilité de filtrer, donc de cliquer sur PEA ou PEA-PME pour aller rechercher les titres que vous pourrez acquérir au sein de vos plans. Bon, ça c'est sur l'appli. Et pour les vieux comme moi, qui aiment bien le site encore. Et ensuite, pour les puristes, tout à fait, sur boursorama.com, vous pouvez encore utiliser nos formidables sélecteurs de fonds. Là, ici, un exemple avec le palmarès des ETF. Oui. Vous pouvez filtrer sur le PEA, sur le PEA-PME, mais également sur le bouton 0 € finalement qui vous permet de trouver tous les produits qui sont éligibles à Bourso Markets, et aussi sur le petit bouton 22 heures que je n'ai pas mentionné, mais qui permet d'aller au-delà finalement des horaires de marché et de passer des ordres de 17h35 jusqu'à 22 heures sur les marchés financiers. La bourse ne dort jamais, quoi, en fait. Hein. Jamais. Bon, voilà pour l'enveloppe, la proposition PEA, PEA 1825, PEA PME chez Boursobank. Roland, on a expliqué le PEA avec Louis, on voit qu'on peut en ouvrir un chez Boursobank. On a envie de se lancer en gestion libre, on se dit tiens, et puis quelquefois, je parlais du voyage, mais l'aventure elle s'arrête au premier passage d'ordre, parce que finalement on arrive sur Boursorama, c'est la fiche valeur d'une action, et puis on découvre l'achat-vente, le carnet d'ordre. Alors, on a fait un webinaire dédié au passage d'ordre, sans rentrer peut-être dans le détail. Comment tout simplement on passe son premier ordre sur une valeur? Qu'est-ce qu'il y a les 2-3 détails, les 2-3 choses à avoir en tête? Mais écoutez, il faut d'abord regarder est-ce qu'on a affaire à un titre très liquide ou pas. Hein. Généralement, quand on débute en bourse, on vient plutôt sur des grandes valeurs. Oui. Et là, donc, on va très très vite voir qu'en fait, les cours changent assez rapidement. Le carnet d'ordre est très important, il est rempli. Donc là, on a affaire à une valeur tout à fait liquide. Et évidemment, il faut surveiller le prix, hein, essayer de regarder un petit peu le cours de bourse. Généralement, on peut dire que sur les grandes valeurs, le prix est assez équilibré, il reflète bien l'offre et la demande. Donc, on peut passer son ordre. Le plus simple, c'est que si on est sur une grande valeur, pour être très très simple, c'est de passer l'ordre au prix du marché, parce que on est vraiment... et qu'on n'est pas dans une séance où tout est en train de valdringuer. Voilà. Une séance normale, ouais. Sur du L'Oréal, sur du LVMH, du Total. Il faut aller, on a un carnet d'ordre, on a un cours qui s'affiche, il est parfaitement objectif, ça tourne toutes les minutes, toutes les secondes, donc on peut passer l'ordre au prix du marché. Si on s'intéresse à des valeurs un petit peu moins liquides, des petites valeurs, on peut acheter à des cours limités. Si l'action cote 100, on peut passer, essayer d'acheter un peu plus bas, ou passer un ordre à 98, voilà. Mais le plus simple, c'est regarder le carnet d'ordre, est-ce qu'il est vraiment vivant? Si c'est le cas, s'il bouge beaucoup, eh bien on peut tout simplement passer l'ordre au prix du marché. Bon, la liquidité, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de titres qui soient échangés en une journée, qu'on ait une valeur très liquide, vous l'avez dit, des grosses valeurs du CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut dire, Roland? Que la grande différence finalement entre l'ordre au marché et l'ordre à courte limitée, c'est que sur l'ordre au marché, finalement, je suis sûr, si je veux acheter 100 actions, je suis sûr de les avoir, mais je ne maîtrise pas forcément, c'est ça le prix de l'exécution, ce qui n'est pas forcément un problème sur une valeur très liquide. À l'inverse, sur le cours limite, là, je sais précisément à quel prix je vais acheter mon action, mais je ne suis pas sûr d'être exécuté, c'est-à-dire de pouvoir en acheter autant que je le souhaite.
C'est ça. Alors, on va la passer au grande niveau différence. 2. On se 1,5. Allez, 1,5. C'est 1,5. Non, en fait, si on n'est pas pressé, et effectivement, et on verra que pour construire un portefeuille au début, il faut prendre son temps. On a généralement un petit peu observé le cours dans les jours avant, et on s'est dit tiens, ce serait pas mal. Il n'y a pas très longtemps, là, il est à 100, mais il y a 3 jours, il était à 95. On peut aussi essayer de manière opportuniste de chercher un cours un peu trop bas. Voilà, ça marche pas toujours si ça s'envole, on va courir après le marché, voilà. Mais en tout cas, il faut pas chercher des limites très éloignées du cours. Ça sert pas à grand chose, ou alors c'est plutôt pour des gros portefeuilles, je dirais, que pour des petits. Ouais. Bon, voilà pour en tout cas cette mécanique du passage d'ordre. Je vous le dis, on mettra en lien, il y a un webinaire entier qui a été consacré au passage d'ordre sur Bourse-Banque avec des captures d'écran pas à pas qui vous indiqueront bien comment faire. Allez, je suis prêt, je suis en gestion libre, je l'ai dit, et puis je suis pas... Voilà. Et je me dis, tiens, j'aimerais quand même bien bénéficier peut-être de l'expérience de quelqu'un qui fait ça depuis longtemps. Et c'est là que vous intervenez, Roland, puisqu'effectivement, sur le site client de Bourse-Banque, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle chez nous le Boursorama, mais côté connecté client, c'est dans Bourse et Actu, dans votre espace client, vous avez le site Boursorama, mais avec des contenus qui vous sont exclusifs. Parmi ça, il y a des conseils de magazines financiers réputés, que ce soit Le Revenu et Investir, mais il y a encore mieux, il y a les sélections de Roland Laskin pour les petits jeunes, pour ceux qui se mettraient à la bourse. Une petite historique de ces sélections, Roland, parce que vous les suivez, vous les portez avec amour depuis pas mal de temps maintenant. Pas mal de temps, oui. En fait, c'est des portefeuilles que j'avais créés pour le Figaro Bourse. J'étais à l'époque au Figaro, et donc on avait créé le Figaro Book, qui était un site internet, et on avait lancé des portefeuilles pour nos abonnés. Et donc j'ai créé 4 portefeuilles, 3 portefeuilles au début, un portefeuille d'actions directes qui est le portefeuille défensif, un profil un petit peu prudent, le même mais plus offensif. Ça, c'était fin 2011. 6 mois après, on a lancé un portefeuille monde qui est composé justement de fonds. À l'époque, il n'y avait pas tellement d'ETF, et après, très rapidement, on est totalement parti sur les trackers, les ETF. Et donc ça en fait 3. Et le 4e, vous m'avez proposé de lancer un fonds ISR, PEA ISR. Donc ça, je l'ai lancé en juin 2001. Il est assez récent. Et donc lui, il est vraiment dédié à des sociétés qui sont éligibles à l'investissement éthique et responsable. Donc des valeurs généralement, on verra un petit peu les performances, mais assez prudentes, et on a des performances assez bonnes d'ailleurs. Ouais, une sélection ISR lancée en 2021. Justement, comment vous faites vivre ces sélections, Roland? Comment ça se passe? Est-ce que c'est fréquent? Comment vous aussi, voilà, finalement c'est un petit peu ma vie d'investisseur. Comment vous réagissez selon ce qui se passe sur les marchés? Alors, c'est pas un fonds de trading. Je passe pas mon temps à ouvrir des positions le matin. Je pense que d'ailleurs, c'est aussi ce qui correspond à la pratique de la plupart des clients qui sont investis en bourse. Absolument. Oui. Alors, j'ai pas d'engagement auprès de Boursorama. J'ai pas un nombre de transactions à faire. Je suis totalement libre. Oui. Mais en réalité, je passe à peu près sur un des 4 portefeuilles, 2 ou 3 ordres par semaine. Alors soit ce sont des achats, des nouvelles entrées de titres, soit je renforce des positions, soit ou bien je vends et j'allège. J'ai une règle qui m'a sauvé la vie assez souvent et qui peut aider les débutants. Oui. Parfois on se trompe en bourse, ça arrive. Et moi je coupe les positions à partir de 20%. D'accord. Peu importe, ça passe à 20. Même si je regrette le lendemain matin, c'est pas grave. Oui. Il faut vraiment se fixer les règles. Oui. Et finalement, c'est une bonne... on pourra en reparler, mais il ne faut pas trop s'enferrer justement dans ses convictions. À 20%, on coupe. Comme ça, en plus, on est calme, on est libéré, on peut repartir. Bon, on regarde un petit peu l'évolution, les performances de ces différentes sélections. On peut rentrer dans le détail. On y va. Allez.
Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, alors je vous ai mis les portefeuilles sur 1 an et on verra sur 10 ans. D'accord. Alors celui-ci, c'est le portefeuille vif, hein, donc en action directe, défensif et offensif. Alors ils font tous les deux mieux que le CAC. Alors on voit que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en ce moment c'est le défensif qui sur 1 an marche le mieux, tout simplement parce que c'est la courbe rouge là. Il a beaucoup moins, il a surtout gagné pendant la baisse de 2004. Hein, une gestion très prudente dans le choix des titres, mais aussi prudente dans le choix de l'allocation. J'ai gardé pas mal de liquidités. D'accord. Quand un marché rentre... C'est votre côté Warren Buffett, en fait. Absolument. Et après, je me jette sur le marché une fois qu'il a baissé. Et donc, en fait, c'est les deux manières en fait, de gérer de façon prudente. On choisit des titres sur lesquels on a une bonne visibilité. Et puis, quand ça baisse, il faut que ce soit confirmé pendant quelque temps. On réduit les positions et on attend. Et donc, ça a permis à ce portefeuille défensif de très bien traverser toute l'année 2024. Et puis, il n'a pas trop mal commencé l'année non plus. Donc, finalement, il se retrouve devant l'offensif. Alors que l'offensif, eh bien, il a été chahuté, plus chahuté. Oui. Et en début d'année, j'ai été très offensif et c'était peut-être pas une meilleure idée. J'ai beaucoup joué les valeurs. Vous avez sous-estimé la capacité de Donald Trump à amener de la volatilité sur le marché, hein, c'est ça. Enfin, sur la France, en tout cas, je m'attendais évidemment, comme beaucoup de gens, je m'attendais pas à ce que la France résiste aussi bien. Et donc effectivement, ce portefeuille offensif, il fait à peine mieux que le CAC 40 sur 1 an. Sur 1 an. Ça, c'est sur 1 an. Maintenant, si on peut voir sur 10 ans, de Zapet, éventuellement, Thomas, on va voir que les choses s'inversent un peu. Et donc, la ligne bleue, l'offensif, et donc sur 10 ans, eh ben, finalement, quand on se démène, c'est payant, hein, c'est pas mal. 95%, on a pratiquement son capital qui double hein, sur 10 ans. Et donc ça, c'est vraiment le travail, c'est la recherche de valeurs, non pas spéculatives, mais des situations parfois un petit peu spéciales, un petit peu de spéculation, mais toujours essayer de raisonner sur des éléments réels, pas à l'emporte-pièce. Et donc c'est pas étonnant, donc il bat largement le CAC 40. Et le défensif, il fait un peu moins. Sur 10 ans, le CAC 40 fait 58%, on va dire. Le défensif fait 40%, mais c'est pas mal parce que il y a aussi une notion de volatilité. On n'a pas encore parlé de ça. La bourse, ça bouge dans tous les sens. Et finalement, ce qui est pratique, ce qui est agréable quand on est investisseur, c'est d'avoir un portefeuille quand même pas trop volatile. Et donc, c'est le but également de ce portefeuille défensif. Déjà pour préserver un petit peu sa santé cardiaque. La santé cardiaque, voilà. Et puis si on commence à mettre un petit peu plus d'argent pour sa retraite, c'est aussi important. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ses économies. Donc, en fait, 40% en étant très tranquille, avec très peu de volatilité, c'est plutôt bien. Donc ça, c'est un portefeuille qui est essentiellement en titres vifs, européens, évidemment. Et j'ai également, je mets parfois, mais j'utilise assez peu, des ETF quand j'ai pas trop d'idées, quand le marché, ça m'arrive, hein, j'ai pas toujours des idées brillantes. Non mais ça aussi, c'est aussi la vie d'investisseur. Évidemment, c'est qu'on n'est pas toujours inspiré. Absolument, c'est pas trop. On se dit, finalement, je vais prendre un petit ETF et ça me permet pendant quelques temps de traverser cette période et c'est pas mal, c'est assez payant. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux portefeuilles vifs. Oui. Maintenant, on va voir les deux autres portefeuilles. Alors, je pense qu'ils avant. Ils étaient peut-être avant. Je pense que les slides ont été un petit peu inversés. Peut-être si on peut revenir en arrière, Thomas. Hop, encore. Voilà. Et on est sur 10 ans. On peut revenir sur 1 an, encore un petit peu avant. Et voilà, magnifique. Voilà. Alors là, on est sur le portefeuille Monde et sur le portefeuille ISR. Alors, Louis a déjà commencé un petit peu à parler des ETF. Hein. Alors, il faut reconnaître que c'est quand même la catégorie reine, là, les ETF, c'est quand même pas mal, plus de 13% de hausse sur 1 an. Et surtout, ce qui est tout à fait étonnant, vous voyez, le CAC 40 est en vert, là, et le Monde, là, il est en rouge. Non seulement il fait mieux, mais encore une fois, très peu de volatilité. Oui.
Et ça, c'est vraiment en bourse, c'est très très important de ne pas avoir des portefeuilles qui tournent dans tous les... Enfin, qui tournent. Des à-coups à la hausse ou à la baisse très fort. Parce que c'est là qu'on prend peur, c'est là qu'on vend... c'est là qu'on a envie de tout arrêter. Tout arrêter. Ou alors on est complètement excité et on fait n'importe quoi. Enfin, donc la recherche de la performance avec... C'est toujours un couple, ce qu'on appelle le couple risque-rendement. Et ce couple, il est un peu indissociable parce que si on va trop fort dans le risque, eh bien, le rendement, au début, ça va, puis à un moment, ça se passe très très mal, ou ça peut mal se passer. Et voilà. Donc, en fait, ce portefeuille est intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous n'avez pas échappé qu'en 2004, la Bourse de Paris, vous avez parlé de la dissolution, c'était pas top au niveau des performances. Et très vite, j'ai réduit, et j'ai très vite, à la fin de l'été, totalement coupé les positions françaises. Et j'ai joué Wall Street et j'ai joué le Nasdaq. Alors pas totalement, autrement il aurait monté en flèche. J'ai fait ça de façon un petit peu raisonnable. Mais bon, j'ai plutôt une bonne performance sur un an. Plutôt, on peut même dire très bonne, parce que c'est par rapport au CAC, c'est assez étonnant. Alors là, maintenant, c'est l'inverse. Donc, depuis le début de l'année, le Nasdaq a baissé. Au début, j'ai souffert, j'étais surpris, et je ne croyais pas trop, comme je vous l'ai dit, à ce fort rebond de l'Europe. Et finalement, en fait, moi, j'ai des modèles je spécule assez peu. J'utilise des modèles de momentum. C'est-à-dire que plutôt que de faire des paris très forts sur l'avenir, et en réalité l'avenir, on pourra en parler, mais c'est quelque chose d'assez flou évidemment. Les prévisions sont toujours compliquées, surtout quand voilà. C'était Pierre Dac qui disait ça. Allez. Voilà. Et donc en fait, on peut... je ne sais plus où j'en suis, je vais reparler de Pierre Dac. Non, mais qu'effectivement, plutôt jouer le momentum, vous l'avez dit, plutôt jouer le paris momentum, très fort. Voilà. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Wall Street a commencé à baisser, au début, ça s'est passé plutôt assez légèrement, j'ai vu les signaux baisser et mes modèles m'ont plutôt incité à alléger Wall Street et à revenir et à suivre, un petit peu comme un cycliste dans le peloton, à suivre le démarrage du CAC 40 et des valeurs européennes. Entre ce que vous dites et ce que dit Louis, moi ce que je retiens aussi, c'est que on a beaucoup d'investisseurs, y compris confirmés, qui sont peut-être trop franco-français. On voit bien qu'au sein du PEA, il ne faut pas hésiter à, pardonnez-moi l'expression, ouvrir ses chakras, être capable de s'exposer un petit peu à l'international avec ces fameux ETF, aller voir le marché allemand, toute l'Europe, aller voir d'autres pays européens, voilà, et peut-être comprendre que le terrain de jeu est plus vaste que le CAC 40 en fait. Absolument, oui, tout à fait. On regarde rapidement la performance sur 10 ans. Et donc l'ISR est un petit peu moins bon parce que pour des raisons sectorielles, les valeurs ISR, il y a beaucoup de santé, beaucoup de biens de consommation durable qui, pour un tas de raisons, ne marchent pas très bien depuis le début de l'année, mais on va voir que sur 10 ans... Et puis Roland, on voit aussi depuis la remontée des taux, notamment, que ces valeurs ont été lourdement pénalisées aussi. Absolument, absolument. Alors sur 10 ans, alors là, pareil. Ça pédale en régie, ça pédale. Sur 10 ans, le portefeuille de tracker, d'ETF, il s'est vraiment très très bien comporté. On voit bien la hausse là depuis sur une période course là. Et donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un peu la période reine. Mais il ne faut pas laisser tomber les actions parce que les actions, c'est quand même, on reçoit des dividendes, on participe à l'Assemblée Générale, c'est assez intéressant quand on est boursier. On ne peut pas s'empêcher quand même d'aller chercher des opportunités sur des titres un peu vifs. Et pour terminer sur le portefeuille ISR, il paraît un petit peu en retard, mais comme il a démarré bien plus tard que les autres, si on le met à niveau, il faudrait un petit peu trafiquer la courbe, là je vous ferai ça pour la prochaine fois, et bien on verrait qu'en fait il n'est pas exclu que je pense qu'il serait aussi bon que le monde, parce qu'en fait il a démarré beaucoup plus tard et la base de départ le pénalise énormément. Ouais. Bon, et je rappelle, ces portefeuilles, vous pouvez les retrouver. Ce sont des fonds,
sur votre espace client, Bourse et Actu. Vous allez sur la page d'accueil de la rubrique Bourse et vous verrez au milieu de cette page les sélections de Roland Laskin et vous avez accès à toute la rubrique avec à la fois les graphiques qu'on a vus ici, mais également les commentaires, les arbitrages que Roland fait chaque semaine. Messieurs, j'ai des questions pour vous avant de passer aux autres questions qui sont continuées à tomber, notamment pour quelque chose que, là aussi, qui est une question qui revient souvent, c'est « Ah là là, j'aimerais bien me lancer en bourse, mais je ne sais pas si c'est le bon moment, ça m'a l'air super haut les marchés, je vais plutôt attendre une baisse. » Est-ce que cette quête du timing parfait, Louis, c'est pas un peu une chimère ? Totalement. Ouais. Totalement. Faut arrêter avec ça. Exactement. C'est ce qu'on vient de dire. Prédire l'avenir, c'est compliqué. Voire impossible. Donc l'intérêt, je pense que le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. En fait, ce qui peut être très intéressant, notamment pour un débutant, c'est d'investir dès maintenant avec une stratégie DCA. DCA pour dollar cost averaging. En fait, c'est très simple. C'est investir de manière programmée tous les mois, toutes les semaines, un certain montant qu'on a défini. Qu'il pleuve ou qu'il vente sur la bourse. Exactement. Ouais. C'est la régularité qui compte en bourse. Et donc ça permet de lisser le risque, parce qu'on a parlé du risque, du rendement, le fameux couple rendement-risque. Il faut pas uniquement regarder le rendement, faut aussi maîtriser le risque. Une des manières, c'est d'investir de manière régulière. Par exemple, si vous avez un montant à investir aujourd'hui, au lieu de rentrer sur les marchés à un seul moment, parce qu'on cherche le timing parfait, on va découper l'entrée peut-être sur un an. Donc rentrer petit à petit en 12 fois sur une année avec un montant qu'on aura défini et ça permet de lisser le risque et d'investir dans la durée. Bon, Roland nous l'a dit, moi j'ai une technique de bonne gestion. Quand ça baisse de 20%, je coupe, quoi qu'il arrive, même si je le regrette le lendemain, c'est intéressant. Vous qui avez roulé votre bosse, si je puis dire, sur les marchés, quelles sont les erreurs que peut-être vous avez faites ou qu'en tout cas que vous avez vues, que vous avez constatées trop souvent quand on débute et qui souvent se terminent un petit peu de la même façon, c'est j'ai investi en bourse. Je me suis positionné en bourse. Je me suis positionné en bourse. Finalement, j'ai tout perdu. J'arrête, c'est fini pour moi. Pour ne pas en arriver là, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Allez-y, vous pouvez tous les deux. La première chose, c'est, je pense qu'il faut pas faire de paris boursiers. Il faut pas jouer exactement. Il faut pas aller sur une ou deux valeurs. La clé, c'est la diversification. Je pense que la diversification d'un portefeuille, c'est ce qui permet aussi de diminuer le risque. Donc, d'avoir une stratégie de portefeuille, pas uniquement se positionner sur un titre parce que c'est un titre qui est à la mode, dans un secteur à la mode. Non, il faut regarder justement les fondamentaux des sociétés. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et de faire une sélection équilibrée de titres et constituer un portefeuille équilibré au fur et à mesure. Bon, Roland, c'est ça. Il y a aussi l'idée avec vous, il y a l'idée aussi souvent de porter de trop grosses pertes et puis peut-être de vendre aussi. Ça, c'est le corollaire, de vendre un peu trop vite quand on est en plus-value. Oui, c'est vrai qu'on a toujours du mal. Alors moi, j'ai pas d'objectif sur la vente parce que techniquement, il y a des titres qui montent quand même beaucoup. Donc, je prends des bénéfices régulièrement, mais j'ai plutôt un objectif en cas de perte. Et ce que je voulais rajouter, en fait, quand on débute, pour revenir précisément au niveau 1, on parle souvent d'études des fondamentaux. Je ne commencerai pas par me perdre trop dans tous les ratios financiers. Je pense que j'irai chercher des valeurs qui ont une croissance visible. Ça se voit au niveau des publications de résultats. Des marges régulières, des marges solides, pas de dette et on sent qu'on a une société qui se développe, qu'on a un environnement qui se développe, et ça c'est très important avant les ratios, parce que finalement on pense qu'il faut acheter une valeur qui est pas chère en termes de ratio de valorisation. C'est pas du tout PER, c'est pas du tout sûr. Si les valeurs sont chères, c'est qu'il y a des raisons, et souvent les valeurs pas chères qu'ils restent toute leur vie chère. Donc en fait les ratios, le chiffre ne parle pas, ce qui parle c'est l'expérience. Si on ne sait pas utiliser les ratios financiers, on peut faire des bourdes énormes. Donc plutôt, quand on débute, aller chercher des valeurs dont on sent vraiment dans le discours de la société, dans les résultats, dans les commentaires des analyses qu'on trouve régulièrement sur Boursorama, eh bien on a affaire à une société qui est en croissance, ça c'est un très bon signe.
On termine par ça avant de passer aux questions. Louis, on le sait, le thème de cette semaine d'éducation financière, c'est, en gros, pour le dire simplement, n'écoute pas n'importe qui. Et en fait, ça fait référence vraiment, et l'idée n'est pas de mettre tout le monde dans le même panier, mais à certains influenceurs, ce qu'on appelle des funfluenceurs, qui permettent, ou en tout cas qui promettent des gains rapides dans les cryptoactifs, dans ce qu'on appelle aussi le copy trading, c'est-à-dire de répliquer leur façon d'investir. Beaucoup de jeunes investisseurs se disent: bon, c'est bien sympa le webinaire de Boursorama, mais ça fait pas rêver, c'est une assaise, c'est plutôt long, il faut de la patience. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Dire que peut-être que c'est moins sexy, entre guillemets, mais que c'est aussi sur ce côté des influenceurs qu'on ne parle presque jamais du risque, en fait. Oui, c'est ça. Ça va être la mise en avant d'une performance, souvent à très court terme, sur une valeur. Sauf qu'à côté d'une belle story, il y a souvent de la casse. Il y a des investissements qui n'ont pas fonctionné, qu'on met peut-être pas forcément en avant. Donc oui, l'investissement, on peut faire un parallèle avec le sport. C'est quand on débute le sport, faut pas non plus tout de suite exactement se cramer en 3 jours et être dégoûté du sport ou de la bourse. C'est quand même c'est un travail de longue haleine. Donc effectivement, pour citer par exemple Warren Buffett, lui il investit que dans des entreprises qu'il va comprendre. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas d'investissement miracle, il n'y a pas de martingale. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour se former, pour comprendre et ne pas suivre la première reco de l'influenceur qu'on aura vu sur un réseau social. Même si elle est faite depuis Dubaï dans un grand appartement. Peut-être justement, on termine là-dessus avant de prendre les questions. Finir sur cette notion, Roland, du couple risque-rendement. Il n'y a pas de gros rendement sans un gros risque derrière. Ça n'existe pas, ça. Absolument. Pour les influenceurs, je pense qu'il faut commencer par se désinfluencer, justement. Je crois que l'investissement en bourse, c'est une démarche très personnelle et c'est intéressant, il faut se sentir libre et surtout, il ne faut pas du tout se faire influencer. Alors, cette histoire de coupe-rendement, elle est importante parce que parfois, évidemment, on court après les étoiles, on court après les performances et on oublie le risque. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. D'abord, on a parfois le pire ennemi, c'est soi-même. On a parfois des convictions qu'on a trépées dans des lectures, dans des discussions, ou alors parce que parfois on est expert dans un domaine. Je travaille dans l'informatique, donc je mets tout dans l'informatique, et en fait, quand ça baisse, souvent c'est le secteur qui baisse, ou dans l'aéronautique, etc. Donc en fait, il faut vraiment se sentir libre et surtout ne pas être prisonnier de ses propres. Il faut être très très prudent, de manière à ne pas auto-alimenter ses propres convictions, c'est assez dangereux. Donc en fait, le couple rendement-risque, c'est également penser à prendre des bénéfices, on en a parlé tout à l'heure, prendre des bénéfices quand ça a beaucoup monté. On n'est pas obligé de se mettre une règle très stricte, mais quand même, une fois qu'on titre, il faut y penser régulièrement. Et puis évidemment, couper les positions, réduire de façon régulière quand ça marche pas. Ça c'est courant, et puis de façon quand ça se passe mal, très mal à mon avis, à partir de 20%, c'est pas bon. Se remettre en question finalement. On a fait le tour presque complet, voilà, on attend des questions, toujours si vous en avez, on a quelques-unes qui sont tombées, on va les prendre. Mais Thomas, moi j'ai une question pour vous, les gens qui nous ont regardés, qui nous disent que c'est très convaincant cette présentation, notamment celle de Love Boursorama, que j'ai envie de les rejoindre, d'ouvrir un PEA chez Boursorama, mais problème, j'en ai déjà un ailleurs. Eh bien, rien n'est impossible, puisqu'il existe chez Boursorama un parcours qui s'appelle la mobilité bourse, qui vous permet de transférer, en fait, que ce soit vos PEA, vos PEA PME, vos comptes titres ou même vos comptes titres joints. Vous pouvez en ligne, simplement avec l'IBAN de votre PEA et votre numéro de téléphone, effectuer un parcours de transfert. Et si parfois l'établissement de crédit ou la banque en question est un petit peu réfractaire à vous transmettre cet IBAN ou traîne parfois à vous le transmettre, eh bien il y a une solution puisque depuis votre espace impôt.gouv, vous pouvez demander ce qu'on appelle un fichier FICOBA, qui est un fichier en fait qui répertorie l'ensemble de vos comptes bancaires en France et donc aussi également de vos PEA. Et grâce à ce fichier, vous pourrez récupérer votre IBAN, finaliser votre parcours de mobilité
et également obtenir une prime de transfert, puisque jusqu'au 31 mars, il y a la possibilité d'avoir une prime de 100 € par PEA et de 100 € par PEA-PME pour tout transfert de PEA et de PEA-PME qui dépasse les 1 000 € en titre de valorisation en titres ou en espèces. Bon, et le fichier FICOBA, hein, testé et approuvé par mes soins, c'est dans la rubrique autres services d'impôts.gouv.fr. Je ne sais pas si ce sera aussi rapide pour vous, pour moi, mais je l'ai eu en quelques heures. C'est très simple, ça marche très très bien. Voilà, il faut le dire aussi, l'administration fiscale là-dessus, elle assure. Et je crois qu'on a un petit code à partager également pour les gens qui nous regardent ce soir. Oui, également. Alors peut-être qu'on a une slide. On me dit en régie, on a une slide sur le sujet. Ben, montrons-la, c'est le moment ou jamais. Eh bien voilà, voilà. Ce code EducFi 25 en référence à la semaine de l'éducation financière qui vous permet d'avoir 50 € offerts pour toute première ouverture avec un versement initial de 500 € sur une assurance vie, un PEA PME et un plan épargne retraite Matelas. Ouais, voilà, hein, c'est la soirée des cadeaux. Je regarde une question qui est tombée. Priscilla, quel rituel méthode me conseillez-vous à adopter pour rester actif dans la gestion de mon PEA? Est-ce que comme un sportif, il y a un entraînement? Peut-être qu'on peut lui dire déjà de s'informer. On prêche un peu pour notre paroisse chez Café de la Bourse, chez Roland Skin et chez Boursorama, mais peut-être de s'informer, pas de se surinformer, parce que je pense que c'est ça aussi le bon niveau d'information, mais de rester toujours un petit peu alerte sur ce qui se passe sur les marchés, Louis, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Toujours être bien informé, mais ne pas réagir, ne pas surréagir. Ce que Roland a dit était très intéressant, c'est-à-dire que il faut pas multiplier forcément les transactions. Il faut avoir, bon, évidemment, il y a différentes stratégies, mais une stratégie, par exemple, qui peut être intéressante pour un débutant, c'est le buy and hold, c'est-à-dire on passe du temps à identifier des valeurs, par exemple, de croissance rentable, donc des valeurs de fonds de portefeuille, et une fois qu'on les a identifiées, on se positionne dessus. Et on les suit parce qu'il faut être informé, mais sans forcément vouloir arbitrer à tout va, à tout prix tous les jours, par exemple. Peut-être aussi être, j'ai envie de dire, tirer le fil des tendances qu'on peut constater dans l'actualité générale pour voir quelles implications boursières elle pourrait avoir aussi. Ça peut être une méthode intéressante. Oui, à partir de la macro en fait, et redescendre. Oui, tout à fait. D'abord, il y a un lecteur qui a posé cette question sur le secteur de la défense européenne. Je pense que ça c'est un sujet qui est dans l'actualité et on peut effectivement partir de ça, aller après regarder les valeurs françaises, Thales, Airbus, etc. qui sont positionnées sur, qui sont dans ce secteur. Donc ça, c'est une méthodologie, mais c'est vrai qu'il y a il y a différentes stratégies en fait. On peut aussi être sur du momentum, se positionner sur des valeurs qui ont un bon trend. Donc il y a pas, je pense, une règle absolue, mais la routine, c'est effectivement rester quand même alerte, ne pas laisser dormir son portefeuille, ne plus regarder. Il y a un réflexe aussi qui arrive, c'est que parfois quand on a des grosses pertes sur un portefeuille, au lieu de couper, moi je rejoins assez Roland. Voilà, on fait l'autruche, exactement. Donc ça, c'est très mauvais. Ça va remonter. Voilà, tant qu'on a vendu, on n'a pas perdu. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Au niveau des adages, effectivement, je préfère aussi se couper une main qu'un bras, en fait. Donc, oui, ça, c'est. Je pense que oui, c'est important de toujours suivre son portefeuille, faire du rebalancing aussi, parce qu'il y a des valeurs qui peuvent beaucoup monter, d'autres moins, et après, on a un portefeuille qui est plus équilibré. Mais oui, il y a une routine qui est peut-être de suivre, par exemple, de manière très concrète, peut-être de se dire, je fais un point une fois par mois en fait. Ouais, voilà. Et on l'a dit aussi, on terminera là-dessus. Le PEA, c'est bien de l'ouvrir, c'est mieux de l'utiliser. Donc une fois que, bien sûr, prendre date, c'est important, mais vous devez prendre après l'habitude de vous en servir petit à petit, en mettant des petites sommes chaque mois régulièrement, et vous allez voir, c'est très simple. Est-ce qu'on a encore des questions en régie ou est-ce qu'on a fait le job, j'ai envie de dire, pour ce soir ? On est bien. Écoutez, merci beaucoup à vous trois, mes experts, pour cette présentation très complète sur le PEA, son fonctionnement chez Boursorama, les sélections, Roland Laskin, pour avoir des idées d'investissement, pour s'inspirer. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. J'espère qu'on vous a convaincu. En tout cas, le replay sera disponible très très rapidement, dès demain, j'espère. On va très très vite. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau webinaire de cette semaine de l'éducation financière où on parlera de quoi
eh bien justement, on parlera des influenceurs. Vous verrez, ils ne vous veulent pas que du bien, mais certains vous veulent du bien quand même. On va essayer d'être équilibré et de vous faire une présentation la plus juste possible. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain.